Nice, vendredi 10 mars 1977. Il est un peu plus de 3 heures de l'après-midi. Dans un petit bureau du palais de justice au 2e étage, un homme est assis face à un juge d'instruction. Costume correct, cheveux courts, l'air d'un commerçant respectable qu'on aurait convoqué par erreur. À côté de lui, son avocat. En face, le magistrat, un dossier ouvert sur le bureau et 2 gendarmes postés près de la porte. L'homme paraît nerveux. Il demande au juge de faire sortir son escorte. Il a, dit-il, des révélations à faire, des noms, des gens haut placés dans la politique locale. Le juge hésite, puis accepte. Les gardes quittent la pièce. Resté seul avec le magistrat et l'avocat, l'homme sort 3 feuilles de papier griffonnées. Des croquis, il les tend au juge en expliquant qu'il prouve ce qu'il avance. Le magistrat se penche dessus, essaie de comprendre ces gribouillis qui ne ressemblent à rien de précis. Alors l'homme se lève. Il dit vouloir s'approcher pour mieux expliquer. Il fait 2 pas vers la fenêtre du bureau et il saute. 2e étage, 7 mètres de vide. Il rebondit sur la corniche d'une porte cochère, puis retombe sur le toit d'une Renault 6 garée le long du trottoir. La cabosse roule au sol et se relève. Une moto l'attend au coin de la rue. Il grimpe derrière le pilote. En quelques secondes, il a disparu dans la circulation de Nice. Cet homme vient de réussir en plein palais de justice, sous les yeux d'un juge et de son propre avocat, l'une des évasions les plus spectaculaires de l'histoire criminelle française. Il ne sera jamais repris. Il passera les 12 dernières années de sa vie en cavale à jouer avec la police, avec la presse, avec sa propre légende, jusqu'à mourir loin de la France, sous un faux nom, dans une ferme isolée du nord de l'Italie. 8 mois plus tôt, ce même homme avait déjà fait parler de lui dans toute la France, pour un autre exploit. Un casse resté dans la mémoire comme le casse du siècle. Celui de la Société Générale de Nice, où ses complices et lui avaient vidé plus de 300 coffres forts après avoir creusé à la main un tunnel depuis les égouts de la ville. Son nom, Albert Spaggiari. Le morning du crime. Le morning du crime. Dans les vieux journaux sous la poussière, des visages, des noms, des mystères. On remonte doucement le temps, juste une histoire, tout simplement. Le morning du crime. Quand le jour rencontre la nuit. Le morning du crime. Par le corbeau blanc. Mais avant d'être ce cambrioleur devenu star malgré lui, avant d'être ce fugitif insaisissable qui enverra des photos de lui déguisé en Père Noël aux journaux qui le traquent, Albert Spaggiari a été autre chose. Un gamin, sans père, élevé par une mère mercière dans le Var, un parachutiste blessé 2 fois en Indochine, un ombre de l'ombre de l'OAS, un photographe de mariage tranquille dans une bergerie des collines niçoises, et jusqu'à son dernier souffle un homme qui n'aura jamais cessé de fabriquer sa propre légende. Au point, aujourd'hui encore, on ne sait pas avec certitude où s'arrête l'histoire vraie et où commence le roman qu'il a voulu écrire de sa propre vie. C'est cette histoire-là que je vais vous raconter ce matin. Toute l'histoire avec ses zones d'ombre, depuis un village des Hautes-Alpes en 1932 jusqu'à une ferme du nord de l'Italie en 1989. Albert Romain Spaggiari, né le 14 décembre 1932 à Laragne-Montgellin, un petit village des Hautes-Alpes dans une famille d'origine italienne installée en France. Il n'a que 3 ans quand son père meurt en 1935. Sa mère se retrouve seule avec l'enfant. Elle refait sa vie à Hyères dans le Var, où elle ouvre un petit magasin de lingerie pour faire vivre son fils. Le petit Albert grandit dans cette boutique tenue par sa mère, scolarisé chez les frères maristes, à l'institution Sainte-Marie de la Seine-sur-Mer, une enfance sans éclat, particulière en apparence, marquée surtout par l'absence du père et par cette figure maternelle qui travaille dur pour élever seul son garçon. Mais l'adolescent qu'il devient n'a rien d'un élève sage. À 16 ans, il fait une fugue, direction la Sicile. Le but du voyage, selon ce qu'il racontera bien plus tard, rencontrer en chair et en os un bandit devenu légende dans toute l'Italie du Sud, Salvatore Giuliano, chef de gang traqué à l'époque par toutes les polices de la péninsule.
On ne saura jamais avec certitude si le jeune Spaggiari a réellement croisé Giuliano, ou si cette rencontre appartient déjà à la légende qu'il aimera se construire toute sa vie. L'épisode ne repose que sur son propre récit. Ce qui est certain, en revanche, c'est que ce voyage marque durablement l'adolescent. Il en revient fasciné par ce monde des hors-la-loi et des figures publiques du grand banditisme. Une fascination qui ne le quittera plus et qui expliquera bien plus tard sa manière très particulière de vivre sa propre cavale sous les projecteurs plutôt que dans l'ombre. En 1950, à 17 ans, Albert Spaggiari s'engage chez les parachutistes coloniaux, direction l'Indochine française, où la France mène depuis 1946 une guerre de plus en plus difficile contre le Viet Minh. Il est affecté au 3e bataillon des parachutistes coloniaux. Il est blessé 2 fois au combat et décoré 1 fois. Ce n'est pas rien. À 17 ans, 18 ans, ce gamin des Hautes-Alpes saute sur les zones de combat sous le feu dans une guerre qui va broyer des dizaines de milliers d'hommes des 2 côtés. Ces années de guerre forgent chez lui un goût du risque et une discipline du corps qui ne le quitteront jamais, et un réseau de camarades d'armes sur lequel il continuera de s'appuyer bien après avoir accroché le treillis. Mais c'est aussi en Indochine en 1953 que le jeune parachutiste franchit une frontière qui ne repassera plus jamais dans l'autre sens, celle de la légalité. Le 31 janvier 1953, avec un complice, il s'attaque à la caisse d'un établissement d'Hanoï, le Milk Bar, un bordel dont les tenanciers s'étaient mal comportés avec des camarades parachutistes. Spaggiari participe au vol, pour venger, dira-t-il, l'honneur de ses frères d'armes. Il est reconnu et arrêté. Le 17 août 1954, la justice militaire le condamne à 5 ans de travaux forcés et 20 ans d'interdiction de séjour en Indochine. En novembre de la même année, il quitte l'Indochine direction la France et la prison des Baumettes à Marseille. C'est derrière les barreaux qu'il apprend un métier, chaudronnier-soudeur. Un savoir-faire technique, la maîtrise du métal, du chalumeau, des outils de perçage, des compétences qui 22 ans plus tard se révéleront décisives pour un certain projet niçois. En 1957, après 2 remises de peine, Albert Spaggiari sort de prison. Il s'installe à Hyères, retrouve sa mère et rencontre une infirmière prénommée Audie, qu'il épouse civilement le 27 janvier 1959. Le jeune couple part ensuite pour Dakar, au Sénégal, où Spaggiari trouve un emploi chez Fichet-Bosch, le grand fabricant français des coffres-forts. Selon ses propres dires, il y fabrique des meubles métalliques et ouvre parfois au chalumeau ou à la perceuse des coffres dont les clients ont perdu la clé. Aucune source indépendante ne vient de confirmer le détail exact de ses fonctions à Dakar. Autrement dit, l'homme qui, 17 ans plus tard, organisera l'un des plus grands cases de l'histoire de France a appris au moins en partie son métier de la manière la plus officielle qui soit, chez le fabricant même des coffres qu'il finira par percer. Il reste à Dakar jusqu'en mars 1960, avant de rentrer en France avec son épouse. Nous sommes au tout début des années 60. La guerre d'Algérie se termine. Dans la douleur, et une partie des anciens d'Indochine et d'Algérie, hostiles à l'indépendance algérienne, rejoignent l'organisation armée secrète, l'OAS, qui multiplie les attentats contre le pouvoir gaulliste. Spaggiari, ancien parachutiste, marqué par ses années de guerre, bascule dans ce combat clandestin. Selon ses propres déclarations ultérieures, il aurait même été chargé en 1961 d'abattre le général de Gaulle en personne, mission annulée au dernier moment, qu'il qualifiera plus tard comme la plus grande déception de sa vie. Cette affirmation n'a jamais été confirmée par une source indépendante et n'apparaît que dans son propre récit. Ce qui en revanche est parfaitement établi, c'est son arrestation. Le 27 février 1962, la police interpelle Spaggiari à Villefranche-sur-Mer, dans une imprimerie clandestine qui produit des tracts pour l'OAS. Chez lui, les policiers trouvent des armes et des munitions. Ses compagnons d'infortune s'en sortent avec des peines avec sursis. Lui écope de 4 ans de prison ferme. Retour à la case Baumette. Il en sort en 1965 et s'installe dans l'arrière-pays niçois à Bézaudun-les-Alpes. Il commence à militer dans les rangs nationalistes locaux, un engagement idéologique qui ne le quittera jamais vraiment, y compris des années plus tard en pleine cavale, où il continuera d'entretenir des liens avec des réseaux d'extrême droite en France comme en Amérique du Sud. 1968. Albert Spaggiari, 35 ans, ouvre un magasin de photographie à Nice, dans le quartier Ferber. Il devient au fil des années l'un des photographes attitrés de la mairie de Nice. De nombreux mariages municipaux passent devant son objectif
ce qui lui vaut des contacts réguliers avec des élus locaux, dont le maire de l'époque, Jacques Médecin. À la ville, c'est donc un commerçant intégré, respectable, presque banal. En dehors de la ville, c'est un autre homme. Il vit avec sa femme dans une bergerie isolée des collines niçoises, sur les flancs du mont Chéron, près du village de Bézaudun-les-Alpes. Il a baptisé cette bergerie les Oies Sauvages, en hommage à un chant de la Légion étrangère. Et sur la pancarte à l'entrée, les 2 lettres S de Oies Sauvages sont volontairement dessinées à la manière du sigle SS, en clin d'œil appuyé à ses convictions politiques. Sur le papier, Albert Spaggiari a donc tout d'un homme rangé. Boutique, clientèle, notabilité locale, épouse infirmière. Mais cette vie tranquille de photographe de mariage commence à lui peser. Et cet ennui-là, plus que le besoin d'argent, à proprement parler, qui va le pousser vers le projet de sa vie. L'idée ne naît pas d'un plan minutieux dressé sur un coin de table. Elle naît d'un roman. Spaggiari est un gros lecteur de littérature policière. Il tombe sur un livre de l'écrivain Robert Pollock intitulé « Tous à l'égout », qui raconte le cambriolage d'une banque par des malfaiteurs infiltrés depuis les égouts de la ville. L'idée germe, et elle prend corps grâce à une information capitale transmise par un ami conseiller municipal, également employé de la Société Générale. L'agence de la banque avenue Jean Médecin, en plein centre de Nice, n'a pas d'alarme dans sa salle des coffres. Les murs épais d'1,80 m de béton sont censés suffire à décourager tout cambrioleur. Spaggiari se met alors à rêver d'un casse par les égouts. 2 ans avant le coup, pour tester la sécurité réelle des lieux, il loue lui-même un coffre à la Société Générale. Il y dépose un simple réveil réglé pour sonner en pleine nuit. Le but étant de vérifier qu'aucun système de détection sismique ou acoustique n'équipe la salle des coffres. Le réveil sonne, rien ne se passe. La voie est libre. Parallèlement, il commence à explorer méthodiquement les égouts de Nice en empruntant une entrée située en amont de la partie couverte du fleuve Paillon sous le palais des expositions. Après 2 km de galeries, il rejoint le réseau qui passe sous le centre-ville. Nuit après nuit, muni d'une simple lampe, il descend seul dans ses boyaux humides, se persuadant peu à peu qu'il est possible de creuser depuis l'égout. Un tunnel qui déboucherait exactement sous la salle des coffres au croisement de la rue Gustave Deloye et de la rue de l'Hôtel des Postes. Spaggiari n'est ni maçon ni terrassier. Pour mener à bien un tel chantier, il lui faut une équipe. Il se met en contact avec 2 malfrats, Alain Bournat et Francis Pellegrin, chargés de recruter les hommes dans le milieu marseillais, un milieu alors dominé par le caïd Dany Zampa. Une source évoque le 7 mai 1976 comme date de départ du creusement. Un chiffre qui n'apparaît que dans un seul récit consulté et qui n'a pas pu être recoupé indépendamment. Il est donné ici à titre indicatif. Pendant presque 3 mois, une quinzaine d'hommes empruntent chaque nuit les égouts depuis l'entrée du Paillon, chargés parfois de 50 kilos de matériel. Forêt, burin, masse, lance thermique, pour venir à bout du béton. 3 km de trajet sinueux dans les boyaux souterrains, à chaque allée, à chaque retour. Ils creusent à la main, pour rester discrets, un tunnel de 8 mètres de long, dans un sol de terre de poudingue et de pierre. Certaines nuits, les ouvriers passent des heures entières à essayer d'entamer une seule et même pierre. Le tunnel est étayé, éclairé, aéré, et même recouvert d'une moquette pour amortir le bruit et le passage des hommes. Le 10 juin 1976, un peu plus d'1 mois avant le casse, une patrouille de police contrôle par hasard 2 hommes, Daniel Michelucci et Gérard Vigier, en train de charger dans le coffre d'une voiture un grand nombre de masses et de pointerolles, des outils de la même série que ceux qui seront plus tard retrouvés dans les égouts. Un contrôle de routine sans suite immédiate. La police vient pourtant, sans le savoir encore, de croiser 2 des hommes du chantier. Un vendredi de ce même été, la bande doit interrompre les travaux. Le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, est en visite officielle à Nice. Le dispositif policier est trop lourd, le risque trop grand. D'autant que les services de sécurité présidentielle pourraient inspecter les égouts sur le passage du cortège. Spaggiari suspend tout, quelques jours à peine avant la date prévue pour l'assaut final. Quand les travaux se terminent, enfin, il fixe le coup pour le week-end du 17 et 18 juillet 1976.
Vendredi 16 juillet 1976, 21h30. Dans la galerie souterraine, sous la lumière des installations électriques de fortune, le dernier pan de mur menant à la salle des coffres s'effondre. Un vérin est utilisé pour faire basculer le coffre massif qui s'appuyait juste derrière. 13 hommes s'installent alors dans la salle des coffres de la Société Générale de Nice pour tout le week-end, pendant 2 jours et 3 nuits. Ils ouvrent un par un, au chalumeau ou au pied de biche, 371 coffres, sur un total de 4000, beaucoup moins que prévu. Nombre de coffres résistent bien plus que prévu à leurs outils. Ils raflent aussi les lingots d'or et les devises entreposées dans la réserve de la banque, ainsi que la caisse qui alimente les distributeurs automatiques. Spadjari, lui, s'offre même le luxe le samedi soir de laisser ses complices travailler seuls pendant qu'il va dîner en ville avec une amie. Il revient ensuite dans la salle des coffres avec du vin et du pâté pour fêter avec ses hommes la réussite de l'opération. Dans les coffres ouverts, l'équipe tombe aussi sur des photographies dénudées de certaines personnalités locales, qu'elle s'amuse à afficher sur les murs à l'intention de ceux qui découvriront la scène. Mais ce week-end-là, il pleut sur la région niçoise. Le niveau de l'eau monte dans les égouts, menaçant de bloquer toute la bande à l'intérieur. Spadjari, prudent, décide d'écourter l'opération et lance l'évacuation dès 2h du matin. Le dimanche 18 juillet, il avouera plus tard avoir regretté ces 3 heures de travail qu'il aurait aimé avoir en plus. Avant de quitter les lieux, la bande efface soigneusement toute empreinte. Elle ne laisse qu'un indice, inscrit à la craie sur le mur du coffre par Spadjari lui-même. Ni armes, ni violence et sans haine. Toute l'équipe repasse ensuite chacune des lettres pour brouiller toute tentative d'analyse graphologique. Il faut près de 3 heures et de nombreux allers-retours dans les égouts désormais inondés jusqu'au cou pour évacuer tout le butin avant le lever du jour. Un 4x4 Land Rover, garé sur la berge du Paillon par un complice, embarque le tout, partagé le jour même avec les complices dans une villa de l'arrière-pays niçois. Le montant exact du butin varie selon les sources, 50 millions de francs de l'époque selon la plupart des récits français, l'équivalent d'environ 40 millions d'euros actuels. Aucune trace de cet argent n'a jamais été retrouvée. Le soir du casse, Albert Spadjari se réfugie chez sa compagne, une italienne prénommée Emilia De Sacco, une femme dont le nom reviendra 12 ans plus tard à la toute fin de cette histoire. Depuis les années 2000, plusieurs anciens du milieu marseillais, notamment Jacques Cassandri, dit Amigo, ont affirmé que Spadjari n'avait jamais été le véritable cerveau de l'opération et que ce rôle leur revenait. Cassandri est revenu sur ses propres déclarations lors de son procès en 2018, les qualifiant lui-même de fanfaronnade. Le doute sur la part exacte jouée par Spadjari dans la conception du casse n'a, à ce jour, jamais été définitivement levé. Dans un premier temps, la police piétine. Le message étrange laissé à la craie ne colle à aucun profil connu du grand banditisme. Mais l'enquête progresse, par recoupement, notamment grâce au contrôle de routine du mois de juin et à une perquisition menée dans une villa de Castagnier, dans l'arrière-pays niçois, où les enquêteurs trouvent des armes et des bottes couvertes d'une terre identique à celle des égouts. Le quartier général du chantier vient d'être découvert. Mais c'est Spadjari lui-même qui commet la première vraie imprudence. Parti se cacher aux États-Unis quelques jours après le casse, il s'ennuie déjà de l'anonymat. À Washington, sous le surnom de Bear, il propose ses services à la CIA, se présentant lui-même comme le cerveau du casse du siècle de Nice, capable par exemple de forcer des ambassades. L'agence américaine, méfiante, alerte par téléx la police française. Pendant ce temps, 2 complices, Pellegrin et Bourdin, sont arrêtés alors qu'ils tentent de négocier des lingots numérotés issus du casse à l'agence du Crédit Agricole de Roquefort-les-Pins. Ils avouent rapidement et livrent le nom d'Albert Spadjari comme cerveau de l'opération. La police reste alors d'abord crédule. Cet homme, inconnu de ses services, n'a a priori pas la carrure pour commander des malfrats aguerris du grand banditisme marseillais. Spadjari, lui, ignore tout de sa dénonciation. Il se trouve alors au Japon, dans un voyage organisé par le maire de Nice, Jacques Médecin, dont il est l'un des photographes attitrés. Le 27 octobre 1976, à son retour, il est arrêté dès sa descente d'avion à l'aéroport de Nice et aussitôt incarcéré. La police perquisitionne aussitôt la bergerie des oies sauvages, où vit toujours sa femme. À l'aide d'un détecteur de métaux, les enquêteurs trouvent cachés sous un tas de fumier, dans le poulailler, 4 pistolets automatiques, un fusil mitrailleur,
des chargeurs, des munitions, des grenades, des détonateurs, 11 pains d'explosifs et l'équivalent de 6 millions de lire. D'abord, Spaggiari nie tout en bloc. Puis, il finit par céder. Mais seulement, insiste-t-il, en présence d'un représentant officiel de premier plan. On lui envoie l'un des plus hauts policiers de France, Honoré Gévaudan, directeur adjoint de la police judiciaire. Selon un récit consulté, la police aurait obtenu ses aveux en lui proposant un marché. S'il reconnaissait les faits, sa femme ne serait pas poursuivie pour recel des armes découvertes à la bergerie. Ce détail précis n'apparaît que dans une seule des sources croisées et mérite d'être présenté avec prudence. Gévaudan connaît son homme. Il sait Spaggiari farouchement anticommuniste et lui fait valoir l'impact désastreux que ce casse retentissant pourrait avoir sur la misère de l'intérieur et le risque de voir la gauche l'emporter aux élections suivantes. L'argument fait mouche. Spaggiari cède et reconnaît avoir été l'instigateur du casse. Il donne de nombreux détails, mais ne livre jamais le nom de ses complices. Pour sa défense, il choisit maître Jacques Perrat, ancien légionnaire, membre du Front National et futur maire de Nice. Selon les déclarations de Spaggiari à l'époque, le casse aurait dû financer la création d'une organisation politique secrète d'extrême droite italienne, baptisée la Catena, destinée à contrer l'extrême gauche italienne. Cette version des motivations du casse repose uniquement sur les déclarations de l'intéressé. Spaggiari est alors incarcéré à la prison de Nice, en attendant son procès. 5 mois passent. Un jour, il confie à son avocat, maître Perrat, son intention de s'évader. Perrat tente en vain de l'en dissuader. 2 vieux compagnons d'Indochine et de l'OAS, Robert Desroches et Michel Bruzo, prennent l'affaire en main. Ils choisissent la solution la moins risquée. Intervenir non pas dans une prison surveillée, mais au tribunal pendant une audience chez le juge d'instruction, Richard Boisis. Desroches fait passer à Spaggiari en prison un simple croquis représentant un homme sautant par la fenêtre du bureau du juge en s'aidant d'une gouttière. Vous connaissez la suite. Le vendredi 10 mars 1977, le plan est exécuté à la lettre. Le juge fait sortir l'escorte. Spaggiari, fin de vouloir expliquer ses croquis, s'approche de la fenêtre et saute. 7 mètres de chute amortis par la corniche d'une porte cochère, puis par le toit d'une Renault 6 garée en contrebas. Une moto conduite par un complice l'attend au coin de la rue. Beau joueur, jusque dans l'évasion, Spaggiari enverra plus tard au propriétaire de la Renault 6 endommagée un mandat de 5 000 francs sous le nom d'emprunt Albert Mandrino en guise de dédommagement. La moto le conduit jusqu'à un parking souterrain sous la place Masséna, en plein cœur de Nice, à moins d'1 kilomètre du palais de justice. Là, il est transféré dans le coffre d'une voiture qui l'amène dans un appartement du quartier du Parc Vigier, près du port où l'attendent Desroches et Bruzo. Selon certains récits plus récents, Spaggiari aurait ensuite rejoint Paris, caché dans le coffre d'une Rolls-Royce. Ce détail spectaculaire n'a été retrouvé que dans une seule source et n'a pas été recoupé. Il n'est donné ici qu'à titre d'anecdote non garantie. 5 de ses complices, Pellegrin, Bourna, Poggi, Michulici et Vigier, seront jugés et condamnés à 8 ans de prison. Spaggiari, lui, est condamné par contumace à la prison à perpétuité. Il ne sera jamais repris. L'affaire prend aussitôt une tournure politique. Des journaux de gauche affirment que Spaggiari aurait bénéficié de complicité parmi ses amis politiques, en particulier du côté de Jacques Médecin, l'ancien militant de l'OAS devenu maire de Nice. Des accusations jugées ridicules par Robert Desroches lui-même, mais qui compliquent la réélection de Médecin lors du second tour des municipales de 1977. Près de 20 ans plus tard, en 1995, l'avocat Jacques Perrat ira jusqu'à accuser publiquement un certain Christian Estrosi, futur maire de Nice et ministre, alors jeune champion de vitesse moto, d'avoir été le complice qui attendait Spaggiari sur la moto ce jour-là. La revue spécialisée Motojournal démentira formellement l'accusation, document à l'appui. Ce jour précis, Christian Estrosi participait aux essais du Grand Prix de Daytona aux États-Unis. L'identité réelle du motard resté au coin de la rue de la préfecture n'a à ce jour jamais été établie avec certitude. Commence alors la deuxième vie d'Albert Spaggiari. 12 années de cavale, sous une fausse identité. Romain Clément, un nom composé à partir de son propre état civil complet, Romain Clément Albert Spaggiari, le nom de jeune fille de sa mère étant justement Clément. Il se grime, change d'apparence et voyage énormément. Amérique du Sud, Brésil et surtout Argentine, pays pour lequel il se prend de passion au point d'y acheter une grande propriété.
Toujours dans la crainte d'être identifié, il subit une opération de chirurgie esthétique en Argentine sous le bistouri du célèbre docteur Ivo Pitangui. En 1981, il doit être opéré d'un cancer du rein, dans une clinique de Rome. Craignant d'avoir pu parler sous anesthésie, il repart aussitôt se terrer un mois entier en Bolivie. Il se cache aussi en Espagne, au Chili, dans un chalet du nord de l'Italie, tout en revenant régulièrement et discrètement sur le sol français. Pendant cette cavale, Spaggiari écrit. En 1978, toujours planqué en Argentine, il rédige Les égouts du paradis, récit de son propre casse. Le livre est adapté au cinéma dès l'année suivante par le réalisateur José Giovanni, avec les dialogues signés Michel Audiard et l'acteur Francis Huster dans le rôle de Spaggiari, le vrai Spaggiari, en cavale laissant le cinéma français raconter sa propre histoire de son vivant, sans jamais pouvoir en toucher un centime officiellement. Il vit un temps près de Paris à Puteaux, dans la Tour France, un fugitif recherché par toutes les polices d'Europe logé à quelques mètres du quartier d'affaires de la Défense. Et surtout, Spaggiari joue. Il joue avec la presse, avec l'opinion publique, avec l'image du gentleman cambrioleur qui cultive avec un soin méticuleux. Il envoie régulièrement des photographies de lui-même prises depuis ses différentes planques, jusqu'à cette image restée célèbre, Spaggiari déguisé en Père Noël, adressé aux journaux qui le traquent en vain. Les Français s'amusent, la police, elle, se sent ouvertement narguée. En 1983, depuis une planque madrilène, il accorde une longue interview filmée où il raconte dans le détail tout le déroulement du casse des égouts. La même année, pour la sortie de son livre Le journal d'une truffe, il donne une interview au Figaro Magazine, au point de provoquer la colère du dirigeant communiste Roland Leroy, qui reproche publiquement au directeur du journal, l'écrivain Jean d'Ormesson, d'offrir une tribune à un criminel en fuite. La même année encore, Spaggiari accorde une autre interview plus célèbre à Bernard Pivot pour l'émission littéraire Apostrophe, tournée en secret à Milan, loin des caméras françaises qui auraient pu le localiser. Des documents de la CIA déclassifiés en 2000 établissent les liens entre Albert Spaggiari, réfugié un temps au Chili, et la police politique du régime d'Augusto Pinochet, la DINA, notamment avec l'agent Michael Tonley, responsable de l'assassinat de l'ancien ministre chilien Orlando Letelier à Washington en 1976, et de celui du général Carlos Prats à Buenos Aires. Ces liens, aujourd'hui documentés par des archives officielles américaines, restent l'un des pans les plus troubles de la cavale de Spaggiari. En pleine cavale naît une amitié inattendue. En juin 1986, Albert Spaggiari, planqué quelque part en Europe, écrit à un jeune écrivain français encore peu connu, Marc-Édouard Nab, qui vient de publier un premier livre remarqué Au régal des vermines. Spaggiari lui confie que cette lecture a été le plus grand choc de sa vie depuis 20 ans. S'ensuit une correspondance, puis une véritable relation d'estime réciproque. Nab et sa compagne de l'époque seront invités à plusieurs reprises dans la maison où Spaggiari vit désormais avec Emilia à Belluno dans le nord de l'Italie. Les deux hommes communiquent surtout par téléphone, avec un code destiné à brouiller d'éventuelles écoutes, Spaggiari se présentant toujours simplement comme Romain. Dans ces échanges, loin des micros et des caméras, Spaggiari se livre autrement que dans ses interviews publiques. Il ira jusqu'à confier à Nab que l'image du gentleman cambrioleur sans haine et sans violence, celle-là même qu'il avait lui-même façonnée à la craie sur un mur de la banque en 1976, ne correspondait pas tout à fait à l'homme qu'il était réellement. En 1999, 10 ans après la mort de Spaggiari, un documentaire diffusé sur France 3 reviendra sur cette relation particulière entre l'écrivain et le bandit en fuite, même si au montage final, l'essentiel des confidences de Nab sera coupé. Mais les années passent et la légende s'essouffle. Ruiné, Spaggiari voit la presse se lasser peu à peu de ses fanfaronnades. Ses dernières apparitions médiatiques, autrefois si maîtrisées, deviennent presque pathétiques. Il finit par se retirer dans une ferme isolée de Belluno dans le nord de l'Italie, aux côtés d'Emilia de Sacco, celle-là même qu'il avait accueillie le soir du casse 13 ans plus tôt et qui ne l'aura jamais quitté depuis. Les sources divergent sur le moment exact où Albert Spaggiari et Emilia de Sacco se marient religieusement. Certains récits situent ce mariage au cours de la cavale, alors qu'Emilia l'aide activement à se cacher. Un autre récit, publié dans la presse en 1997, affirme au contraire que le prêtre Philippe Laguérie les aurait mariés in extremis sur le lit de mort de Spaggiari en 88 ou 89. Il n'a pas été possible de trancher entre ces deux versions qui pourraient aussi bien décrire deux cérémonies distinctes qu'une seule et même histoire racontée différemment selon les sources.
Ce qui est certain, c'est qu'Albert Spaggiari meurt le 8 juin 1989 à Belluno d'un cancer de la gorge. Il a 56 ans, 12 années presque jour pour jour se sont écoulées depuis son saut par la fenêtre du palais de justice de Nice. Une fiche biographique en langue anglaise situe de façon plus simplifiée le décès directement à Hyères plutôt qu'à Belluno. Sans doute parce que c'est là que le corps arrive quelques jours plus tard. La grande majorité des sources françaises plus détaillées sur cette période situent bien le décès en Italie à Belluno. Sa compagne Emilia ne le quittera jamais. Après sa mort, c'est elle qui ramène son corps en France, dissimulé dans un camping-car sans éveiller le moindre soupçon des douanes. Elle le dépose le 14 juin 1989 à Hyères, chez la mère d'Albert, celle-là même qui 54 ans plus tôt avait ouvert une petite boutique de lingerie pour élever son seul fils. L'année suivante, en 1990, Emilia Dessacco se confiera pour la première et quasiment la seule fois au Figaro Magazine, décrivant un homme fatigué, malade, très loin de l'image du hors-la-loi flamboyant qu'il avait donné au monde pendant 12 ans. Albert Spaggiari est enterré à Laragne-Montgellin, son village natal des Hautes-Alpes. La boucle se referme là où tout avait commencé. Albert Spaggiari n'a jamais été repris. Aucune extradition, aucun procès en son absence n'aura raison de sa légende. Par ses déguisements, son goût du grimage et de la mise en scène, il ouvrira d'ailleurs la voie à une autre bande restée célèbre, celle du gang des postiches dans les années qui suivent. Après sa mort, il devient une véritable figure quasi mythologique dans certains milieux d'extrême droite où l'on retient l'ancien de l'OAS autant que le voleur de génie. Le cinéma s'empare de son histoire à plusieurs reprises. Dès 1979 avec Les égouts du paradis de José Giovanni, adapté de son propre livre. La même année avec un film britannique, Un casse en or, réalisé par Francis Megay. Puis en 2008 avec Sans armes, ni haine, ni violence, de et avec Jean-Paul Rouve, qui reprend jusqu'au titre dans un ordre légèrement différent l'inscription laissée à la craie sur le mur d'un coffre, un certain week-end de juillet 1976. L'affaire continue même de rebondir devant la justice bien après la mort de Spaggiari. En 2018, Jacques Cassandri, l'ancien du milieu marseillais qui s'était un temps proclamé le vrai cerveau du casse, est jugé à son tour, non pas pour le vol lui-même, prescrit depuis longtemps, mais pour blanchiment. Une enquête patrimoniale révèle chez lui un train de vie sans rapport avec ses revenus déclarés. Terrain, maison, bijoux, lingots d'or, le tribunal finira par ne pas retenir le blanchiment, faute de pouvoir relier avec certitude cette fortune aux sommes volées en 1976. Cassandri mourra du Covid-19 en janvier 2022, sans que la question du véritable cerveau du casse du siècle n'ait jamais été définitivement tranchée. Aujourd'hui encore, le débat n'est donc pas complètement clos sur la véritable part jugée par Spaggiari dans l'organisation du casse du siècle. Cerveau unique, pour les uns, simple visage médiatique d'une opération montée pour d'autres, ce qui en revanche ne fait aucun doute, c'est la manière dont cet homme a su transformer un vol de banque en légende populaire et une cavale de fugitifs traqués en feuilleton national suivis année après année par toute la France. D'un gamin sans père des Hautes-Alpes à un fugitif mort sous un nom d'emprunt dans une ferme du nord de l'Italie, en passant par les combats d'Indochine, les tracts clandestins de l'OAS et 8 mètres de tunnels creusés à la main sous une banque niçoise, voilà l'histoire d'Albert Spaggiari. Une histoire vraie, presque entièrement documentée et pourtant, jusqu'au bout brouillée par la légende que l'homme lui-même n'aura cessé d'écrire sur sa propre vie. C'était l'affaire Albert Spaggiari par le Corbeau Blanc. Le morning du crime. Le morning du crime. Dans les vieux journaux sous la poussière, des visages, des noms, des mystères. On remonte doucement le temps, juste une histoire tout simplement. Le morning du crime. Quand le jour rencontre la nuit. Le morning du crime. Par le Corbeau Blanc.